Bien, pour cette leçon, on va parler des liaisons série. Alors, on a déjà fait la RS232, maintenant on va faire la liaison RS485, qu'on dit aussi liaison différentielle. Alors, la RS232, pour vous rappeler, donc c'est un protocole qui est assez facile à exploiter, hein, il y a des règles, on les suit. Alors, on peut pas aller très vite. On peut faire que du point à point, c'est-à-dire qu'on peut brancher un ordinateur à un autre ordinateur, un ordinateur avec un composant, mais on peut pas en mettre plusieurs, on peut pas faire de réseau. Et les longueurs de câbles doivent être relativement courtes, et c'est une technologie ancienne. La liaison RS485, hein, qui est aussi une liaison série, ça permet en fait d'améliorer les points faibles, notamment en ce qui par rapport au problème de point à point. Donc on va pouvoir mettre plusieurs appareils, et les longueurs de câbles. Alors, il faut qu'on parle d'un modèle qu'on appelle le modèle OSI. Ça veut dire que toutes les communications, réseaux, etc. répondent à ce modèle. Il y a normalement 7 couches. Alors, quand on fait de la liaison série, seules 3 couches nous intéressent. Alors là, la première, elle parle de tout ce qui est physique. Donc, vous avez le support, ça peut être du cuivre, la fibre ou bien autre. Ensuite, la topologie, est-ce que c'est en bus, en étoile ou en anneau, hein, donc on verra aussi ces notions un peu plus tard. Et puis le codage, là, le codage c'est les tensions, hein, si vous vous souvenez, tension positive c'est le 0 et tension négative c'est le 1. Ensuite on a une deuxième couche qui s'appelle liaison de données. Donc c'est la sécurisation, donc dedans, dans la trame qu'on va envoyer, on va peut-être ajouter la parité, ou alors un code qui nous permet de faire des calculs pour vérifier si tout est OK au niveau de la trame qui est transmise, etc. Vous avez aussi la méthode d'accès au support. Donc nous, on va être plutôt dans les liaisons maître-esclave. Hein. C'est la plupart des modèles qu'on va utiliser plus tard. Et enfin, la dernière couche, ce sont l'application. C'est-à-dire que c'est toutes les applications qui vont utiliser les données qui sont fournies par l'intermédiaire de cette couche ici. Et ça passera par la liaison physique qui est ici. Donc voilà, ça c'est un modèle qu'on utilise très souvent. Alors c'est plus ou moins évolué, hein. Normalement il y a 7 couches, mais pour tout ce qui est TCP/IP, donc tout ce qui va être Internet, Ethernet, ça va être sur 4 couches, etc. Donc on adapte par rapport à ça. Nous pour les RS232 et RS485, c'est un modèle à 3 couches. Donc ça, c'est pour votre culture générale. Alors elle peut faire quoi la RS485 ? Elle peut relier jusqu'à 32 émetteurs et 32 récepteurs. Donc en fait, en un mot, vous pouvez mettre 31 esclaves et puis un maître, etc. Le bus informatique est câblé avec 2 fils ou 4 fils. Alors si c'est 2 fils, vous allez mettre le transmetteur avec le récepteur et le récepteur avec le transmetteur. Et vous ferez du half duplex. Hein, c'est un peu les talkie-walkie, si vous vous souvenez. Vous pouvez travailler en full duplex, mais ça demande plus de fils. Et le full duplex, hein, si je vous rappelle, c'est le téléphone. La distance, on peut aller jusqu'au kilomètre en mode différentiel. Hein. Donc, vous verrez pourquoi. On expliquera un petit peu. Donc, puisqu'on peut aller plus loin, on peut aussi aller plus vite. Et je vous rappelle que c'est une liaison asynchrone. Ça veut dire que chacun des appareils a son horloge et on doit les régler de manière qu'elles soient à la même cadence. Et forcément, il y aura un bit start pour coordonner tout ça. Alors, c'est quoi les liaisons différentielles ? Si vous regardez le signal en haut, hein, là où vous prenez le signal qu'on appellera la voie A et vous regardez le signal de la voie B. Donc ces deux signaux sont contraires. Donc on envoie le signal et son contraire sur 2 fils et en général les fils sont torsadés. Et si vous regardez quel est l'intérêt, si vous voyez le signal que vous envoyez de 2 volts, donc vous envoyez le positif et le négatif, hein, donc le contraire, sur chacun des fils. Si un appareil viendrait à fournir des parasites, donc par exemple chacun reçoit 0,5 volts, et bien le signal du haut il sera plus à 1 volt mais 1,5 volts et le signal du bas il y aurait une baisse de 0,5 volts. Mais quand on va faire la différence de 2 signaux, et bien 1,5 moins 0,5 ça nous fait 2 et on voit qu'on a reconstitué le signal. Donc faire la différence, ça nous rend moins vulnérables face aux perturbations électromagnétique extérieure. Donc ça, c'est un grand avantage de cette liaison différentielle hein, par rapport à les liaisons simples RS232. Alors au niveau des signaux électriques, on retrouve un petit peu la même manière de faire.
Donc ici on a le niveau logique 0 pour une tension positive et le niveau logique 1 pour une tension négative, et on a une zone de transition qu'on appelle zone morte. Si le signal se trouve dans cette zone, on ne sait pas si c'est un 1 ou un 0. Alors j'ai déjà vu, mais très rarement, des cas où c'était l'inverse. C'est-à-dire que le niveau logique 1 est en haut et le niveau logique 0 est en bas. Mais ça dépend des composants qui sont utilisés. Donc ça, c'est encore un mystère de savoir pourquoi, pour certains composants, on est revenu aux choses un peu plus logiques. Alors, ce petit ce graphique, pardon, vous montre un petit peu que lorsque vous êtes très très rapide, donc le débit en bits par seconde, je rappelle que les bits par seconde c'est des baud, et bien plus vous allez vite, moins vous allez loin au niveau du câble. Donc pour 1000 mètres, grosso modo, vous êtes aux alentours de 200, 300 000 baud maximum. Hein. Donc bon, ça c'est en théorie, mais en fait on est plus près d'être dans cette zone-là où en fait on n'a pas d'atténuation, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc on est quand même limité en longueur. Alors, je vous parlais la dernière fois du half duplex et du full duplex. Si vous regardez la figure du haut, vous allez avoir du full duplex. Pourquoi? Parce que vous avez le transmetteur et le récepteur. D'accord? Donc, vous avez 4 fils qui sont transmis. Donc, c'est du full duplex. L'appareil ici est capable de récupérer la transmission A et transmission B, et réception A et réception B, et tout comme les autres. Hein. Donc, plus il y aura de câbles, plus on est capable de faire du full duplex. Donc voilà un peu ce que ça donne au niveau de l'appareillage 1 et 2. Donc on prend 2 fils de plus, d'accord, de chaque côté, puis on arrive à faire du full duplex. Donc suivant le protocole qu'on va utiliser plus tard, donc le Modbus par exemple, on n'a pas forcément besoin de faire du full duplex. Donc du coup on reste en half duplex, et donc à une solution la moins onéreuse au niveau du câble. Notez aussi la présence de résistance ici et là, on en parlera un petit peu plus tard. Et c'est le moment d'en parler justement. Alors, ces résistances, elles permettent de s'assurer que la transmission entre tous les éléments puisse se faire dans d'excellentes conditions. L'excellente condition, c'est celle qu'on retrouve à droite, quand vous avez 2 résistances au départ et à l'arrivée de la communication, donc du câble. Eh bien, vous voyez que vous arrivez à avoir des beaux signaux rectangulaires classiques. Maintenant, si vous mettez des résistances qui ne sont pas les bonnes, vous voyez qu'on commence à déformer le signal. Et carrément, si on ne met rien, pas de résistance, on s'aperçoit qu'on a du mal à distinguer les 0 et les 1. C'est totalement incohérent. Donc, les 120 ohms sont obligatoires en bout de ligne, au départ et à l'arrivée. Alors, il y a des appareils sur lesquels elles sont déjà incluses dedans, et on peut les inhiber, c'est-à-dire les enlever ou pas, donc avec un petit switch. Donc ça, vous verrez au fur et à mesure qu'on fasse des exercices. Alors, pour la configuration du RS485, on a toujours à peu près la même chose. C'est une liaison asynchrone, donc il faut un start. Hein. Je vous rappelle qu'asynchrone, chacun a son horloge, ils sont cadencés d'une manière identique, et il nous faut impérativement un bit start. On donne le port communication ici à droite, port com, ça sera le com 1. Là, ici, il n'y a pas de bit de parité. En général, c'est le cas pour le Modbus, mais on expliquera pourquoi. On dit quel type d'interface série nous avons. C'est une RS485 et on dit le nombre de bits d'arrêt qu'on veut. On donne la vitesse de transmission, d'accord, les temporisations, d'accord, en général sont déjà incluses et il ne faut pas les toucher. Hein, c'est du réglage de trame, et on dit que s'il y a un problème, maximum 2 tentatives pour pas rester bloqué. Alors, on avait dit que la RS485 fait partie de la couche physique, d'accord, donc ça veut dire que c'est là qu'on a le cuivre et la manière dont on va le câbler. Et ensuite, les liaisons de données seront faites par les protocoles qu'on va choisir. Donc les protocoles, il y en a plusieurs. Il y a le Modbus, le Canopen, le Profibus. Bon, il y en a plus de 2000. Hein, c'est énorme, mais ce sont les 3 là les plus fiables et les plus utilisés. Donc le Modbus et Modicom, on les retrouve un petit peu partout. Canopen, ça a été à l'origine pour les voitures. Et Profibus, c'est du Siemens.
Alors, le Modbus. Maintenant, on va parler vraiment du Modbus parce que c'est celui-là qu'on rencontre le plus souvent pour nous, parce qu'on a l'habitude d'avoir du matériel Schneider. Et Schneider, utilise Modbus. Alors, c'est le principe du maître-esclave. Alors, si je reviens en arrière, maître-esclave, ça fait partie de la liaison de données. Maître-esclave. Donc, le maître est connecté par un bus à toutes les stations. Alors je vous rappelle que la RS485 permet de connecter beaucoup plus de participants que la RS232. Donc le maître pose une question à l'un des esclaves, d'accord, et l'esclave, quand il entend la question, qu'il sait que c'est pour lui, eh bien il renvoie la réponse à la question. Ensuite, le maître est capable d'envoyer à tout le monde, d'accord, une commande, un démarrage ou un arrêt. Donc tout est prévu dans le protocole. Tous les esclaves, ils sont identifiés par une adresse. Donc l'adresse 1, l'adresse 2, l'adresse 3, etc. Aucun esclave ne peut envoyer un message dans une demande préalable du maître. Donc le maître, il pose des questions, l'esclave répond, mais il ne peut pas parler tout seul. On ne peut pas faire parler deux esclaves entre eux. D'accord, ça fait partie des règles. Et il y a un broadcast, c'est-à-dire que le maître peut diffuser un message à tout le monde, à tous les esclaves. Il suffit qu'il s'adresse à l'adresse 0. L'adresse 0, c'est tout le monde reçoit. D'accord ? Alors, vous allez entendre le mode RTU et le mode ASCII. Ce sont deux réglages, deux façons de faire. Donc nous, c'est le mode RTU qui est la plupart du temps utilisé. J'ai rarement vu le ASCII. D'accord ? Bon, c'est à peu près ce que c'est, hein, ce sont des caractères. Bon là, le mode RTU, les données elles sont transmises sur 8 bits, donc un octet. Donc par exemple au niveau pilotage en bas, là vous voyez configuration du pilote, on voit que chez Schneider on utilise le Modbus RTU. Alors comment ça marche? Le maître quand il fait une demande, bah, le voici, eh bien il y a un traitement, il y a un temps de retournement, de traitement, et lui il renvoie une réponse, et en même temps il y a une analyse de la réponse. Il peut aussi envoyer une diffusion générale à tous les esclaves, hein, comme ici, et puis après refaire une demande, et l'esclave répond. Donc ce sont les échanges. Alors bien sûr, c'est envoyé par l'intermédiaire de trame, comme on a pu étudier avec la RS232, avec le bit start, etc., etc., et le protocole où la liaison est différentielle. Lorsqu'il y a le message du maître, bien entendu, il y a des temporisations qui sont mises en place avant que l'esclave réponde, et on a un délai de 3,5 fois le temps de transmission d'un mot. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est réglé. C'est pas vous qui le gérez. Donc voilà comment ça se passe. Ce que c'est que la liaison RS485 et le protocole Modbus qui, lui, travaille comme un maître-esclave. À partir de là, on peut commencer à avoir des transfert de données, des demandes, des lectures de valeurs, ou imposer une valeur. Alors la trame, elle va contenir plein de choses. Au niveau de la question, quand le maître pose une question, il va d'abord donner le numéro de l'esclave. Ensuite, il va donner le code fonction. Donc le code fonction, c'est est-ce que je vais lire, est-ce que je vais écrire, etc. Et ensuite, en fonction du code fonction, il y a plusieurs octets qui vont être intégrés. Par exemple, le nombre de données qu'on veut lire et à quel endroit, à partir de quand. Puis à la fin, on a un mot de contrôle, c'est ce qu'on appelle le CRC. Ça va être en fait un calcul mathématique qui va prendre tous les bits de la donnée. Il va faire un calcul, il va donner le chiffre, et celui qui va recevoir refait la même chose. Et s'il y a une différence, c'est qu'il y a un problème de transmission. La réponse maintenant. La réponse, il donne toujours le numéro d'esclave, donc c'est lui qui répond. Il donne toujours le code fonction, il va donner normalement le même code. Il fournit toutes les données, donc si on avait demandé de lire 6 mémoires, bah, il va nous donner 6 octets correspondant aux 6 mémoires. Et on a le mot de contrôle qui doit être fourni. Alors s'il y a une erreur, eh bien vous avez un code d'exception qui va être intégré, ce qui vous permet de savoir quel type d'erreur vous avez à faire. Est-ce que c'est un problème de communication? Est-ce qu'il y a un souci de cohérence sur la donnée, etc. Donc, voilà. Alors les codes fonctions, on avait dit que il y en a plusieurs. Par exemple, lecture de n mots de sortie consécutifs. Hein. Donc voilà, vous pouvez écrire un bit de sortie ou alors un mot complet. Un mot, c'est 2 octets, hein, etc. Donc là, vous avez plein de fonctions que vous pouvez faire. Hein. Donc je vous le rappelle, la fonction, vous l'intégrez à cet endroit-là et vous créez le chiffre.
Alors le mieux c'est que je fasse un exemple. Donc imaginez que il y a un variateur de vitesse et un automate qui communiquent. L'automate a l'adresse et le maître et le variateur de vitesse ATV28 et l'esclave qui comporte le numéro 2. Donc on a configuré son adresse pour qu'il soit au 2. Donc dans la trame qui va être envoyée, on veut lire 8 octets. Enfin, on veut lire, pardon, 7 mots. D'accord? Donc, la trame qui est envoyée, c'est, je donne le numéro de l'esclave, c'est le numéro 2. L'instruction numéro 3. Donc, je rappelle, l'instruction numéro 3, c'est lecture de n mots de sortie consécutifs. Donc, voilà. Ensuite, on donne le début de l'adresse. D'accord? 450. Hein, puisqu'on veut lire le mot Word 450. D'accord? Et on a les 7 suivants. D'accord? On dit qu'on veut lire les 7. Et après, le CRC, c'est le calcul par rapport à toutes aux données qu'on fournit. Donc là, c'est tout un calcul. Alors, le code CRC, c'est un peu complexe. Je vous le montre, mais c'est juste pour votre culture en général. Vous avez plein de calculs. Donc là, en fait, vous faites un OU exclusif entre le code CRC qui est tout des 1 et l'octet que vous voulez calculer. Ensuite, vous faites des décalages. Donc, vous décalez, vous poussez par des zéros et vous gardez la valeur qui est ici, le 1 par exemple, et vous l'intégrez de nouveau et vous faites ça plusieurs fois jusqu'à ce que vous l'ayez fait 7 fois. D'accord? Et le résultat, bah, c'est votre calcul CRC. Donc voilà, c'est vraiment un calcul mathématique, compliqué à faire à la main, mais simple avec un ordinateur. Et ça nous permet, en fait, de vérifier les messages. C'est beaucoup plus performant qu'un bit de parité, hein, puisque s'il y a 2 erreurs en bit de parité, ben, il ne verra pas, alors que là, il verra tout. Alors, au final, voilà comment c'est transmis au niveau d'un oscilloscope. Donc là, on a branché un oscilloscope qui est un analyseur de données qui nous fournit directement les valeurs. Ça veut dire que nous, avant, par exemple, avec la RS232, on prenait toute la trame et on les faisait point par point et on retrouvait le schéma, la valeur. Là, l'appareil est capable de nous le donner directement. Alors, donc la trame ici, vous la rencontrez de la même manière que ce qu'on a déjà vu. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et cette trame, ben, vous la lisez et vous donne tous ces chiffres-là. Et là, c'est ce que vous voyez. Donc on retrouve bien ces histoires de 0 et de 1. D'accord? Bien sûr, à l'envers. Le bit start qui existe. Hein, donc voilà, là, vous êtes au repos, d'un coup start. Et puis les stops, et puis etc. D'accord? Alors, si je prends la trame qui est ici, 0103 21 9C 0001 4E 7E, c'est ce que j'aurais pu décoder. J'aurais passé un temps fou, mais voilà, le logiciel le fait. Et bien, si je veux décoder le 01 03 21 9C 0001 4E 7E. Alors, je suis à la fonction 3, d'accord? Donc la fonction 3, si vous regardez la documentation du Modbus, on vous dit tout ça. On vous dit qu'il y aura un octet pour le numéro d'esclave, un octet pour l'ordre qu'on demande de faire, donc voilà. Une adresse où est-ce qu'on va chercher, combien de mots, et puis le fameux code de vérification CRC. Donc 16, hein, 16 parce que c'est sur 16 bits, hein, voilà, 2 octets. Alors, ici le 01, ça veut dire qu'on s'adresse à l'esclave 1. Le 03, ça veut dire qu'on va lire n mots. Le 21.9c, puisqu'il nous faut 2 octets, c'est l'adresse, donc l'adresse 219c, donc dans la mémoire de l'automate. Le nombre de mots à lire, un seul, d'accord, donc on ne viendra lire que l'adresse 219c. Et le code CRC, c'est le 4E7E. Donc, vous voyez comment ça fonctionne, hein, c'est pas très compliqué. Et tout ça, c'est envoyé au niveau de la liaison physique, hein, par une trame et un fil électrique. Autre exemple, donc si je veux lire les mots 805 à 80A, donc c'est 85 et 80A de l'esclave 2, ben, ma demande ça sera 2, je veux lire N à l'adresse 0805 et je vais en lire 6 pour atteindre 80A. Et ensuite j'ai le code CRC. Et la réponse, ça va être je suis l'esclave 2, j'ai bien entendu qu'il fallait que je lise, on va me donner l'adresse, d'accord,
Et puis ici, on aura toutes les valeurs. Donc il y en aura autant qu'on a demandé, donc 6. D'accord, plus le code CRC. Bien. J'ai terminé un petit peu le cours. Donc là, c'était un cours accéléré, mais c'était bien pour comprendre ce que c'est que les liaisons série. Il reste plus qu'à faire des exercices. Alors il y a un super sujet là-dessus qui résume beaucoup de choses. C'est le sujet du concours général 2013 sur un navire qu'on fera ensemble. À bientôt.